On refait le Mac, le podcast chaque semaine. Vous retrouvez sur le site www.onrefaitLemac.com le débat high-tech numéro 1 en France. Cette semaine, nous allons parler chiffres, sécurité et gros sous. Tous les détails, c'est dans le sommaire. Cette semaine, la fine équipe dont refait le Mac va parler chiffres, à commencer par les 9 millions de nouveaux iPhones qui se sont vendus en un seul week-end, un record, 24 heures, voire moins, c'est le temps nécessaire au Chaos Computer Club pour hacker Touch ID, le capteur biométrique de l'iPhone 5S. Nous reviendrons également sur les 4,7 milliards de dollars payés par un fonds canadien pour acheter et sauver BlackBerry. Retour sur la Surface 2 dévoilée cette semaine par Microsoft. Enfin, 1 milliard de dollars. Ce serait la somme colossale investie en actions Apple par Carl Icahn, l'un des plus redoutables financiers de Wall Street. On refait le Mac, épisode 142. iPhone, BlackBerry, Microsoft, la guerre des chiffres. On va parler chiffres ce soir, mais d'abord on va vous présenter nos chroniqueurs avec comme chroniqueur cette semaine dans la régie, la magnifique régie de Tech TV, Fanny Bouton de fannysparty.com et du site melty.fr. Bonjour Fanny. Bonjour. Alors vous le savez, Fanny, c'est notre vigie des réseaux sociaux. C'est elle qui va sélectionner vos questions sur Twitter, à condition que vous postiez avec l'hashtag ORLM. Et Fanny nous donnera en fin d'émission le résultat de notre concours organisé la semaine dernière avec notre partenaire WD. Avec moi en duplex avec Skype, Monsieur X est ancien responsable d'Apple qui avance visage masqué. Bonjour Monsieur X, comment ça va ? Très bien. Je dois l'avouer, ce soir, je suis totalement obnubilé par Fanny qui a un superbe t-shirt Venom. Ouais. Et en amoureux des arts martiaux, là, je ne peux qu'apprécier. Bravo Fanny, t'as la classe. Tu es en extase. Tu m'as l'air un peu raplapla, Monsieur X. Bah, je sors moi-même d'un petit cours là. Tu t'es fait ratatiner au karaté. J'ai laissé beaucoup d'énergie. Oui. Bon, on va essayer de te remonter un petit peu tout au long de cette soirée. Autre habitué dans Refait le Mac, autre historique, c'est le canal historique ce soir dans Refait le Mac qui doit arrêter de taper à son clavier parce qu'on l'entend. C'est Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric, bien de retour du Japon. Je taperai sur mon clavier si j'ai envie. Écoute ton micro. Oui, de retour du Japon, juste le temps d'y repartir en fait. Ouais. Donc vraiment la vie est mal faite. Ouais. Mais c'était ça ou rester 3 semaines au Japon et maintenant que j'ai des obligations familiales, on évite ce genre de bêtises. Ouais. Désolé pour le canal historique, moi je suis venu sans cagoule ce soir. Oui, dernier, vous voyez, normalement on aurait dû incruster son image dans le dernier écran qui est là. Il devait y avoir normalement Rodrigo Sepúlveda Schul, celui qui se plaint toujours que nous sommes en retard. Eh bien ce soir, c'est lui qui est en retard et on espère pouvoir l'avoir d'ici la fin de cette émission. On va parler chiffres donc ce soir. On va faire un premier point sur les ventes d'iPhone. Elles sont bonnes selon Apple dans un communiqué de presse publié cette semaine. 9 millions en un seul week-end, mais il n'est pas précisé le ratio entre 5C et 5S. À titre de comparaison, il faut bien comparer. Samsung a écoulé 10 millions de Galaxy S4, mais dans le mois de sa sortie. L'an dernier, Apple n'avait écoulé que 5 millions d'iPhone 5. Alors, mesdames, messieurs, vos réactions, iPhone 5S, iPhone 5C, est-ce que c'est un succès ou un échec ? Monsieur X. Le 5S, un succès, indéniablement, si on regarde, entre guillemets, bêtement la courbe des ventes, comme tu le disais. 9 millions d'iPhone 5S et 5C vendus. Moi, je parie que la majorité, c'est du 5S. Et donc, les 5S, à eux tout seuls, certainement, font plus que les ventes d'iPhone 5 il y a un an. On rajoute les 5C, dont les ventes sont certainement moins belles, peut-être un tiers de ces 9 millions, ou peut-être même un petit peu moins. Mais c'est le record d'Apple. Donc, si on se fie aux 3 premiers jours de vente, malgré nous les retours dissonants qu'on a en France sur le 5C, c'est un succès indéniablement. Ouais, c'est un record selon Tim Cook, Monsieur X. Je cite Tim Cook, c'est notre meilleur lancement d'iPhone jusqu'ici, plus de 9 millions de nouveaux iPhones vendus. Un nouveau record pour les ventes du premier week-end, voilà, c'est ce que disait Tim Cook dans son communiqué de presse. Par contre, Monsieur X, on a vu quand même que les opérateurs du moment en France, on pense notamment à SFR, ont commencé à attaquer les prix avec un iPhone 5C en entrée de gamme à moins de 10 €. C'est du jamais vu pour une sortie de nouveaux produits Apple. Et puis on a vu également chez le grossiste ou le VPC, je ne sais pas comment on peut l'appeler, Groupon, qui lui propose une réduction déjà sur l'iPhone 5C, 50 € de réduction sur un iPhone 5C une semaine après sa sortie. Chez Apple, c'est suffisamment rare pour être souligné. Ton analyse, Cédric ?
Dans le cas de Groupon, je pense pas qu'ils le fassent en direct avec Apple, donc c'est un peu compliqué. Je pense qu'ils doivent passer par un opérateur, donc c'est une autre façon de te faire une réduction. Moi, la seule source, il y a deux sources intéressantes que j'avais pour aujourd'hui, c'est le papier de 01net qui donne des chiffres par opérateur en disant que par exemple chez Orange, les 25 000 qui étaient en stock sont partis tout de suite. J'imagine même qu'ils étaient précommandés, mais que dans le même temps, alors c'était peut-être juste le temps du week-end, il n'aurait écoulé qu'un petit millier de 5C. Ce qui confirme ce qu'on disait en fait ces semaines dernières, c'est-à-dire que vu le peu d'écart de prix entre les deux, on va dire que si tu as 600 ou 700 euros à dépenser, tu vas acheter un 5S, tu vas pas acheter un 5C. Ouais. Et que donc, de fait, il va falloir que... Mais du coup, j'ai compris maintenant. Au début, on disait, mais comment c'est possible? Moi, je me souviens de Monsieur X qui disait, mais je comprends pas, il n'y a pas de marché, comment ils vont le vendre? Ouais. Mais maintenant, on a compris comment ils allaient le vendre. Ils vont le vendre au bundle aux opérateurs. Alors, chérie, tu veux du 5S? Très bien. Tu veux 10 000 5S? Tu vas me prendre 3 000 5C, s'il te plaît. Oui, c'est exactement comme au cinéma. Les distributeurs, ils ont des blockbusters et puis ils ont des films tout pourris. Alors ils vendent les blockbusters aux salles, mais en disant attendez, mais mes 3 navets là, faut me les prendre aussi et vous les passerez au creux de l'été quand personne va dans les salles. Ben, c'est un peu pareil. Sinon que le 5C n'est pas un navet, je l'ai eu dans les mains cette semaine. Il est chouette en fait. Moi je l'aime bien. Ouais. Voilà. Je l'aime bien parce qu'on n'était pas en train de parler d'argent. Mais ouais. en tant que client, tu serais pas prêt à mettre 500 € dans un appareil, même s'il est en couleur. Non, disons que si j'investirais dans un 5S, clairement. Ouais. Et doré. Ouais, doré, gold. Ouais, gold. Gold is best, Cédric, c'est bien connu. Gold is best. Ouais, gold is best. Ça confirme en tout cas ce que tu dis, Cédric, ce que m'avait raconté la semaine dernière un dirigeant d'un opérateur français, ils ne sont pas très nombreux, donc je vous laisse deviner, qui lui n'était pas très inquiet quant aux ventes d'iPhone en France, même si le produit n'était pas aussi attractif, il pensait plutôt au 5C, car généralement Apple négociait des précommandes avec les opérateurs. Là on peut penser que de nouveau, dans ce chiffre de 9 millions, il y a peut-être également les précommandes auprès des opérateurs, non Monsieur X? Il y a complètement les précommandes auprès des opérateurs, ça ne marche quasiment que comme ça. Ces 9 millions étaient 9 millions d'iPhone prévendus. Donc ce sont des ventes à la distribution, plus les ventes de l'Apple Store, qui représentent peut-être, je ne sais pas, 25% de ça, mais en immense majorité, ce sont des ventes à la distribution, opérateurs, et puis revendeurs plus classiques. Donc, quand on dit 9 millions, c'est des ventes de chez Apple vers l'extérieur. On pourrait imaginer qu'il y a beaucoup de stock. On sait qu'il n'y a plus de stock sur le 5S, une fois de plus. Le stock, il est sur le 5C. On va avoir confirmation de ça quand on aura un trimestre de vente chez Apple de complet, c'est-à-dire quelque part fin décembre, avec les résultats vers le 20 janvier. Et là, on aura peut-être une meilleure idée des ventes relatives du 5S par rapport au 5C. Mais il y a fort à parier que s'ils ne font pas quelque chose au niveau du prix, ou s'ils n'autorisent pas leurs distributeurs à faire quelque chose au niveau du prix, les ventes seront un petit peu molles. Maintenant, Apple nous a habitués avec ces chiffres à peu de transparence, et je pense qu'ils ne nous donneront pas le split, excusez-moi, l'équilibre entre les ventes de 5S et de 5C, justement pour ne pas mettre en relief ces ventes un peu moribondes du 5C, mais elles sont là. Voilà, maintenant, on en parlait un petit peu avant l'émission, il y a des boosters, c'est un petit peu comme dans les jeux vidéo. Les boosters, c'est le nouvel opérateur chinois qui pourrait arriver à changer la donne. China Mobile. Voilà, China Mobile, mais ça renversera peut-être la tendance de vente du 5C pendant 2-3 mois, mais pas en finale. Ouais. C'est qui peut expliquer, Cédric, en fait, qu'Apple n'ait pas choisi de casser les prix cette année parce qu'ils auraient encore un relais de croissance de par l'arrivée automatique, je dirais, chez un opérateur important qui mécaniquement ferait montrer les parts de marché d'Apple en Chine. Non, je pense que Apple a son rythme, on l'a déjà dit. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas griller les étapes, ils le font très rarement. Donc ils ont estimé qu'ils n'avaient pas à le faire. Et de fait, on était sceptiques, je me souviens, le jour de la keynote, pour maintenant avoir eu le 5S en main pendant un certain temps. Mais il faut le dire, c'est le plus beau smartphone du monde, surtout en doré. Et Gold Sidéral aussi, il est fabuleux. Non, Gold is best, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais parce que la légèreté, etc., même si de fait on connaît déjà le design, mais les améliorations qui ont été apportées sont de bonne loi. Alors j'ai dit c'est le plus beau, j'ai pas dit c'est le plus sophistiqué, j'ai pas dit c'est le plus avancé technologiquement. Tu n'as pas dit que c'est celui que tu veux garder dans la poche, c'est ça en clair?
Non, c'est même pas ça. C'est que non, c'est juste que voilà, sur ces critères-là, c'est de fait, il est très agréable à avoir en main, etc. Alors, ces histoires de prévente auprès des opérateurs, ces histoires de primes opérateurs, c'est ce qui aurait, selon le site BFM TV cette semaine, incité l'ouverture d'une enquête de la DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation, et de la répression des fraudes, qui s'intéresserait donc aux relations qu'entraînerait Apple avec les opérateurs mobiles sur les ventes en France de l'iPhone. Alors, messieurs, quelle est votre réaction également? On sait qu'Apple est très sévère envers les opérateurs, est très strict, leur laisse très peu de marge de manœuvre, alors que, par exemple, des concurrents vont plutôt les aider à vendre, vont plutôt leur donner des moyens marketing. Là, il faut payer. Par exemple, une vidéo publicitaire de l'iPhone, lorsque vous voyez le petit logo Orange, SFR ou Bouygues à la fin ou même Free, c'est l'opérateur qui le paye. C'est assez particulier, cette position de force, là, à nouveau, là, Cédric. Disons que moi, le seul écho direct que j'ai eu de ce genre de choses, c'était il y a très longtemps, c'était au moment du lancement de l'iPhone original, où une personne qui l'avait négocié pour un grand opérateur qui n'a aucun rapport avec mon employeur me racontait que c'était des discussions surréalistes, parce qu'en gros, c'est quelqu'un qui arrivait dans son bureau et qui lui disait « Bon, alors voilà, donc on ne va pas vous donner le nom, je ne peux pas vous le montrer, vous ne le verrez pas, il faut que vous en preniez X exemplaires. Et Sans vous voir le voulez quoi, produit. votre logo sur le téléphone, c'est impossible. Vos applications dans le téléphone, c'est impossible. Et voilà le prix auquel vous allez le payer. Et vous devez dire s'il vous plaît. Et le garçon me disait, un grand cadre dirigeant de la maison en question, me disait, on avait quand même envie de lui dire, attendez, vous allez ressortir de non. Refrapper à la porte et puis on va reprendre cette conversation de zéro. Mais voilà. Pomme Z, en clair. Non. Pomme Z. Donc, honnêtement, je ne sais pas quelles sont la simplicité ou la difficulté la complication des relations d'Apple avec les opérateurs. Maintenant, tu sais, tout ça, c'est des conditions commerciales. Voilà, si ils sont pas obligés d'accepter, c'est ça que tu veux dire. Oui, l'opérateur, il n'est pas forcé de Alors, payer. En résumé, Cédric, Apple imposerait, selon l'article de BFM TV, imposerait un prix de vente maximal, imposerait également une subvention de 20% supérieure aux autres marques, et on l'a dit, la prise en charge des campagnes publicitaires. Voilà, donc c'est vrai que Apple est en position de force, mais notre dirigeant d'un opérateur mobile nous disait que c'était peut-être l'année dernière qu'ils étaient prêts à accepter ces conditions, si du moins Apple se montrait un peu plus raisonnable et un peu plus offensif en termes de form factor. On pense à l'écran notamment. Le problème, c'est comment est-ce que tu prouves l'abus de position dominante, en l'occurrence, de la part d'Apple, alors qu'ils ne sont pas en position dominante. C'est compliqué. On verra, il y a une enquête, on verra si elle va aller jusqu'au bout, si Apple va être condamné. Monsieur, je te vois dodoniner, il y a quelque chose où on enchaîne avec les questions Twitter. Moi, j'allais dire exactement la même chose que Cédric. In fine, en volume, ils sont pas en abus de position dominante, donc ça va être très très compliqué de le prouver. Non, dans cette enquête de condamner Apple. Ils sont dans une situation de part de marché en France qui normalement devrait faire dire aux gens qui vont étudier le dossier. Après tout, les opérateurs n'ont pas obligation de vendre des iPhones. Maintenant, c'est vrai que s'ils vendent des iPhones, les conditions sont drastiques, mais ça a été de tout temps et pas que sur les iPhones. C'est les fameuses conditions de commercialisation d'Apple qui s'appliquent à tous les produits, où quand vous achetez un produit Apple, on va dire l'iPhone pour leur vendre, vous avez une marge qui est une marge assez faible, j'en sais rien, 10-15%. Et puis pour augmenter cette marge avec ce qu'on appelle alors pas de la marge arrière, c'est interdit, mais on va dire des aides de budget marketing qui se transforment en fait quand Apple vous les reverse en marge supplémentaire. Il faut mettre en place un certain nombre d'actions. Donc l'opérateur va avoir à dépenser de l'argent pour faire de la pub, va avoir à mettre un certain niveau de subvention. Beaucoup plus loin que ça, va devoir réserver de l'espace dans ses boutiques pour présenter l'iPhone. Il y a une évaluation qui est faite, et si l'opérateur fait toutes ces actions, on lui rétrocède, après qu'il ait vendu ses iPhones, un peu d'argent qui vient augmenter sa marge initiale. Donc les opérateurs comme les revendeurs, entre guillemets, sont un petit peu pris au piège parce que s'ils vendent l'iPhone sans mettre en place toutes ces actions, ils le vendent avec un niveau de marge qui est ridicule, qui ne leur permet pas véritablement de manger. Donc ils doivent faire toutes ces actions en plus pour pouvoir avoir une marge nette. Et faisant toutes ces actions, ils surreprésentent l'iPhone, et ça va
distordre la concurrence peut-être avec d'autres fabricants de smartphones comme HTC, Sony, Samsung, etc. Sachant que je le répète, Monsieur X, on le disait déjà la semaine dernière, mais c'est vrai qu'il n'était pas avec nous la semaine dernière, toujours ce dirigeant d'opérateur nous martelait que l'année dernière, aucun opérateur français n'avait atteint les objectifs qu'ils avaient fixés avec Apple au moment des précommandes. Oui, mais là où on s'est trompé, Olivier, c'est ce qu'on s'est dit aussi cette semaine. Je crois qu'on a tous sous-évalué, à commencer par les opérateurs, l'attractivité de la marque Apple. La capacité d'attraction. Une fois de plus, absolument. La position de force d'Apple aujourd'hui, elle vient d'où? De l'attractivité de sa marque et qui fait que 9 millions de clients se précipitent en 3 jours pour acheter le produit. Donc quand tu es opérateur, tu te dis mais si j'en ai pas des iPhones, je vais perdre des clients, non seulement des clients smartphones, mais des clients forfaits. Et donc, Apple joue avec la force de sa marque et puis l'engouement de ses clients et une fois de plus met en position de faiblesse les opérateurs. Mais je crois, une fois de plus, pour finir sur ce sujet, qu'ils ont du mal à prouver que Apple est dans un abus de position dominante caractérisé. Fanny, je crois qu'on a des questions Twitter sur ce sujet. Oui. Alors, on a entre autres @Yoskis qui demande: pensez-vous que les nouveaux iPhones auraient eu le même succès sous iOS 6 et est-ce que iOS 7 du coup a participé à ce succès de vente? En clair, est-ce que la capacité d'attraction que décrivait Monsieur X, elle vient aussi de l'iOS 7? Monsieur X ou Cédric, allez-y, mouillez-vous. Pourquoi voulez-vous que les nouveaux systèmes sortent en même temps que les nouveaux devices? Évidemment. Oui, ça participe, bien évidemment. Après tout, Cédric, tu pourrais imaginer qu'un 5 avec iOS 7, tu as vraiment l'impression d'avoir un nouveau téléphone. Hein. C'est assez bluffant. Hein. Ah, clairement, oui, tout à fait. Le 4, c'est plus discutable. Alors oui, c'est ça. Les gens qui ont le 4 et qui ont fait la mise à jour sont pas toujours très, fous de joie, quoi. Ouais. Mais non. On va revenir à la question. Oui, bien sûr, il est logique que le nouveau système arrive en même temps que le nouveau device parce que c'est bon pour les ventes. Monsieur X, cette capacité d'attraction vient aussi d'iOS 7. Ça a boosté l'intérêt d'Apple. Ça avait vieilli iOS 6 en clair. Absolument pas pour les 3 premiers jours. Là, c'est en majorité l'attraction du produit, avec pour le 5S ses fonctions emblématiques, le Touch ID par empreinte digitale, l'amélioration de l'appareil photo, le nouveau processeur, peut-être même le coprocesseur. Maintenant, les ventes là, qui ont lieu en ce moment, oui, je pense que ça serait équilibre entre les qualités de l'iPhone en tant que tel et puis iOS 7 parce que on commence à avoir des gens qui utilisent beaucoup iOS 7 sur ces nouveaux iPhones et les anciens et qui sont dithyrambiques sur quelques fonctions. J'en prends une qui est la partie vidéo. Vous pouvez filmer en 120 images secondes et faire un ralenti derrière. Ça amuse par exemple beaucoup de gens. Le Control Center, moi que je trouve génial et tout le un tas centre de contrôle, monsieur. Le truc qui arrive enfin quand même. Oui, qui arrive enfin. C'est un peu ça. On se demande pourquoi ils n'ont pas implémenté plus tôt. Bon. Ça serait équilibre. Et évidemment, chez Apple, on le sait. Alors ça, c'est plus vrai chez Apple que chez les autres. L'intégration d'un nouveau système d'exploitation avec un nouveau hardware, c'est juste la perfection. C'est ça qu'Apple sait faire le mieux. Donc on peut dire que iOS 7 est le mieux sur un nouvel iPhone. Et encore, on n'a pas tout vu. Parce que les applications qu'on a ne sont pas optimisées 64 bits. Donc, entre guillemets, ne marche que sur une jambe. En tout cas, moi, j'aimerais bien être une petite souris et peut-être qu'un jour, on arrivera à avoir le fin mot, d'essayer de comprendre pourquoi Apple s'est un peu perdu avec iOS, les versions précédentes d'iOS, du temps de Scott Forstall. Qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les rouages qui se sont grippés à ce moment-là, au moment où Steve Jobs est parti de la direction d'Apple, qui font que Apple s'est un peu embourbé jusqu'au retour d'iOS 7, qui a un peu dopé, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, je dirais, relancer la machine. L'une des fonctions phares de l'iPhone 5S, tu le disais, Monsieur X, c'est iTouch. C'est Touch ID, j'ai perdu ma ligne, la voilà. Il y a eu une grosse polémique cette semaine car le Chaos Computer Club a annoncé avoir hacké le capteur biométrique de l'iPhone 5S en seulement, on parle des chiffres, même pas en seulement 24 heures une nouvelle fois, donc c'était très rapide. Ils ont commencé par numériser l'empreinte de l'utilisateur en 2400 ppp. Après nettoyage, l'image a été inversée, imprimée sur du 1200 ppp. Bref, l'impression a servi de moule et de la colle à bois, du latex, ils ont fait une empreinte et l'empreinte marche. Une fois qu'on la colle sur un doigt, ça marche très bien. Alors certes, c'est faire des objets visuels, mais ce n'est pas forcément à la portée de tous, messieurs. Quelle est votre réaction? Est-ce que vous vous sentez véritablement inquiet que demain on vienne pirater votre iPhone 5S pour ceux qui l'ont et qu'on risque de vous pirater, Fanny? Mais non, pas du tout, parce que déjà il faut pouvoir le faire, la première méthode en tout cas.
On a Gala, le chat qui joue avec le matériel. C'est Voilà. ça le boom. Il faut déjà avoir le matériel pour la première méthode. Il y a une autre méthode qui est un peu plus facile à faire avec de la gélatine, la vidéo qu'on a a été pu voir publiée aussi également. 48 heures après. Mais dans l'absolu, de toute façon, on a toujours accès au code à 4 chiffres qu'on peut hacker. Donc non, ça simplifie énormément le déverrouillage. Je pense qu'il n'y a pas plus de risque qu'avant de se faire pirater son téléphone, sauf si on a des secrets industriels dans son smartphone. Et même moi, à part le numéro de Olivier Frigara ou Cédric Ingrand ou Monsieur X, voilà, j'ai pas grand-chose à me faire pirater. Donc Non, mais voilà. puis en plus, le temps que, par exemple, puisque je suis jaloux, je te pique ton iPhone 5S, Olivier, et que je fasse une prothèse, et encore faudrait-il que j'ai une photo de ton empreinte digitale pour ce faire. Toi, en moins de 2 minutes, hop, tu vas sur iCloud et tu détruis l'iPhone 5S. Il n'est plus utilisable. Oui. Donc, ce hack, il est intéressant pour la beauté du geste. Dans la vie quotidienne, je pense que c'est pas un très très gros problème en termes d'usage. Absolument pas. Cédric, est-ce que ça remet en cause l'intégrité, la sécurité de l'iPhone 5S selon toi? Pas un instant. La question en sécurité, c'est toujours combien est-ce que l'attaquant est prêt à dépenser, à investir en temps, en effort et en argent pour arriver à passer ton système de sécurité. Si c'est la porte des coffres de Fort Knox, il est susceptible d'investir énormément. Si c'est juste avoir tes SMS, je pense que ça va pas être très cher. Et donc voilà, c'est pas... Ça, non, honnêtement, ça m'empêche pas de dormir. Ce qui est intéressant, je sais qu'on en avait parlé au moment de la WWDC, enfin, du moment où iOS 7 a été dévoilé. Ce sont les autres systèmes de sécurité qui sont arrivés dans iOS 7, dont le fameux Activation Lock, dont on va beaucoup entendre parler. Parce que l'Activation Lock, c'est ce système qui maintenant stocke sur les serveurs d'Apple votre identifiant, Apple, et puis le couple, l'identifiant Qui est du lié téléphone. à localiser moi, c'est ça. Localiser mon iPhone, Cédric. Exactement. Et si vous activez la sécurité, localisez mon iPhone, etc., si on vous pique votre téléphone, si vous le perdez, la personne qui va le récupérer ne pourra pas le réactiver sous son propre compte, ne pourra pas le wiper, ne pourra pas l'ouvrir, etc., etc. Et donc c'est génial parce que ça permettrait peut-être comme ça, de manière vertueuse, de venir à bout des vols de smartphones qui sont endémiques dans les villes. Je voyais, alors c'est pas un truc d'iPhone 5S, hein, c'est un truc d'iOS 7, donc ça marche même pour les anciens device. Aux États-Unis, à New York, là, il y avait des policiers qui étaient ces jours derniers à la sortie du métro et qui poussaient les gens à mettre à jour leur iPhone vers iOS 7. C'est quand même absolument énorme, mais ils expliquaient que pour eux c'était important parce que ça allait faire baisser les statistiques des agressions, puisque 40% des atteintes à la personne chez eux, ce serait des vols de smartphone. Alors, ça pose quand même deux soucis. Un, c'est si vous achetez un device sous iOS 7 d'occasion sur Internet, il faut bien vous assurer que son propriétaire précédent l'a wipé proprement, a retiré son compte. Il y a une procédure quand même pour qu'il puisse le faire à distance s'il a oublié de le faire, mais enfin, bon, ça peut vous mettre un peu dans l'ennui. Et puis, moi, il y a une question à laquelle j'ai pas eu de réponse, c'est et si demain je passe sous un bus, mon iPhone 5S, est-ce que mon épouse peut le récupérer parce qu'elle n'a pas mon password? Mais au-delà, Cédric, il y a le porte-parole du CCC, hein, du Chaos Computer Club, qui enfonce le clou hein, en déclarant qu'il espère que ça mettra un terme à l'illusion que les gens ont au sujet de la biométrie pour empreinte digitale. Je cite, hein, bien sûr, « C'est complètement stupide d'utiliser comme moyen de sécurité quelque chose qu'on ne peut pas changer et que vous laissez toute la journée partout derrière vous. » Ah bon? Le public ne doit plus être trompé par l'industrie biométrique et ses fausses déclarations. La biométrie est fondamentalement une technologie conçue pour l'oppression et le contrôle, pas pour sécuriser nos périphériques quotidiens. Il est un peu parano quand même, ce monsieur, non? Oui, il est un petit peu parano parce que la biométrie, c'est ce que t'en fais qui est important. Oui, puis il faut qu'on te fauche ton iPhone au-delà, Cédric, pour pouvoir te shipper ta... Faut qu'on te fauche ton iPhone. Alors non, parce que ça par quand même fait exemple... beaucoup quand même. Non, mais on a bien vu. Non, mais c'est rigolo parce qu'évidemment, on dit ça marche pour les empreintes digitales, mais on a bien vu, il y a des gens qui ont fait enregistrer l'empreinte de la patte de leur chat. Oui, on a vu ça. Il y a des gens, qui ont montré. On a vu pire. On va le voir dans un instant. Pire. Ouais. Et puis le plus simple, si tu veux lire les SMS de ta copine ou de ton épouse, c'est que pendant qu'elle dort la nuit, tu prends délicatement son doigt et tu le poses sur l'iPhone. Donc voilà, bien sûr, c'est vrai. Dans ces cas-là, c'est moins secure qu'un code à 4 chiffres. Sachant que le code à 4 chiffres, il y a des études qui le démontrent. La plupart des gens mettent leur date de naissance. Donc en matière de
de niveau de sécurité, on peut en Bien discuter. Hein. Donc voilà, donc c'est c'est- quand même un progrès, je dirais, quelque part, en matière de sécurité, l'arrivée de ce capteur biométrique, même s'il est, Soyons très clairs, il est pas tous mes sécu. codes Hein. à 4 chiffres, tous mes codes à 4 chiffres, c'est 0000. Hein. Ouais. Voilà, on le savait, Et- vous savez comment débloquer Moi, l'Android c'est de la Cédric. première fois que je sécurise le iPhone parce qu'en fait, c'est plus rapide de déverrouiller avec l'empreinte digitale que de faire le slide. Avant, ça me gonflait tellement de faire les 4 chiffres qu'il n'était jamais sécurisé, pour dire. Ouais. Parce que, ma grande inquiétude avant avec un smartphone, c'était de perdre toutes mes données. Et maintenant, avec les sauvegardes telles qu'elles sont, je perds mon téléphone ou on me le vole. Je me débrouille pour le faire bloquer, mais surtout, c'est je prends un nouveau smartphone et je remets tout ce que j'avais dedans et off, je peux retravailler. C'est surtout ça qui me paraît important. En tout cas, tu l'as dit Cédric, cette fonction Touch ID a beaucoup inspiré les blogueurs, et les youtubeurs de tout poil au travers de la planète. Je pense notamment à une vidéo japonaise qui a tenté différentes méthodes pour débloquer son iPhone, à commencer par les tétons. Alors ils ont collé les tétons sur le capteur d'empreinte et évidemment ça marche. Bon, il faut être un petit peu... voilà, il faut aimer. Voilà, on va tout de suite demander à Fanny si elle peut nous faire la démo. C'est Non. fini, oui. Bon, d'accord. Donc Non. on avance. Revenons donc au fil rouge de cette émission, à savoir les chiffres. Autre grand chiffre de la semaine, les 4,7 milliards propres au rachat de BlackBerry. Fanny, tu as l'an dernier testé le Z10. BlackBerry portait de grands espoirs autour de ce téléphone. Apparemment, il n'a pas vraiment rencontré le succès escompté. Non, mais bon, c'était quand même un petit peu... c'était pas évident pour eux de revenir. Ils ont fait une tentative, mais moi, c'est vrai que le produit, comme ça, était joli, mais on a vite eu des petits problèmes techniques. Et puis, ça n'arrivait pas à concurrencer les autres smartphones. Quoi, et les ils n'ont autres pas pris OS. le virage du tactile suffisamment tôt et Il y a eu le c'est virage du difficile de tactile, mais creuser même là, le il retard. était pas mal au niveau tactile, mais il y avait déjà ce problème ils sont arrivés, ils nous ont dit ouais c'est bon, on a 70 000 applis, je crois, qui sont BlackBerry installées, etc. Et en fait, il y avait 80% de ces applis qui étaient des applis encapsulées, qui Oui, étaient c'est des applis Android. Oui, c'est presque Et en l'émulation. fait, quoi. voilà, et du coup, des fois, les menus n'étaient pas les bons par rapport aux boutons du smartphone. Il y avait des bugs. Les bugs, s'ils n'étaient pas corrigés sur Android, ils n'étaient pas corrigés sous BlackBerry. Et du coup, ça marchait pas bien. Ça s'est pas bien passé. Puis la batterie était quand même pas top, honnêtement. Donc voilà, donc je crois que ça a été un virage. C'était une tentative, mais de dernier accrochage aux branches. Et elle est ratée, quoi. Cédric, Fanny l'a dit, BlackBerry fondait de grands espoirs dans le Z10, dans BlackBerry 10, le nouveau système d'exploitation. C'est pas encore tout de suite. Là, ils ont annoncé cette semaine un nouveau modèle, le Z30, qui est une version premium du Z10 avec un écran de 5 pouces. Est-ce qu'il y a encore temps, selon toi, pour BlackBerry pour revenir? Il y a encore la place pour un constructeur, un énième constructeur, un énième système d'exploitation après Android, iOS? Et puis, on va parler dans un instant de Microsoft. Ouais, alors justement, ça va devenir très compliqué parce que Microsoft, eux, sont pas vraiment en train de boire le bouillon, sauf peut-être aux États-Unis où ça marche. Ça a l'air de marcher un peu moins bien, mais on va dire qu'on tient déjà le tiercé de tête, quoi. Donc, c'est dur d'être quatrième. C'est un peu comme au JO, tu vois, t'arrives quatrième aux 100 mètres, c'était pas la peine de te lever ce matin. Juste, je signale que s'il y a des collectionneurs dans l'assistance, j'ai un sublime coffret souvenir BlackBerry Z10 avec tous les machins, le super haut-parleur Bluetooth de la mort qui tue, enfin, etc. Donc, je sais pas, un jour on le fera gagner, avec évidemment le smartphone qui va avec, que j'ai utilisé et qui est une bonne machine, qui a un bon système, qui surtout est appuyé sur un système multitâche d'enfer. Enfin, vraiment, non, il y a quand même des vrais atouts techniques derrière ça. Hein. Mais donc, alors, la question c'est, est-ce qu'il reste une place pour BlackBerry ? J'ai envie de dire oui, d'abord parce que je suis un garçon plutôt gentil dans l'ensemble, mais peut-être uniquement sur le marché B2B, ce qui expliquerait par exemple qu'on dit qu'il y a des rumeurs de gens intéressés par un rachat éventuel de BlackBerry, comme par exemple Lenovo. Les Chinois, mais on va en parler dans un instant. Il faut quand même se rappeler que BlackBerry, il y a encore même pas 4 ans, c'était l'un des leaders des smartphones avec près de 20% de part de marché. Aujourd'hui, il ne pèse plus que 3% selon l'Institut IDC. Ça monte, Monsieur X, dans la téléphonie mobile en tout cas. Ça peut aller très vite. Et que même pour un Apple aujourd'hui qui est encore à l'aise, dirons-nous, en termes de part de marché, rien n'est jamais acquis en matière de nouvelles technologies, Monsieur X. Oui, à la limite même, ça fait peur. Je ne sais pas s'il y a une autre industrie que celle des smartphones. Où ça peut se retourner si vite, quoi. Ouais, où ça puisse se retourner si vite, où les champions d'un jour disparaissent moins de 3 ans après. Je
j'essaye de faire un comparatif. Même chez les cousins des smartphones qui sont les PC, on a quand même des constantes. IBM n'est pas mort, hein. IBM est devenu Lenovo. Et c'est un choix qu'ils ont fait. Ils faisaient plus de marge sur leur PC, mais ils auraient pu continuer. Dell, qui est un historique, est là. HP, qui est un historique, est là. Il y a eu des morts, c'est vrai, comme Digital, par exemple, mais ils ont duré 10-15 ans avant de disparaître. Donc, c'est assez étonnant. Et je pense que les premiers qui doivent avoir peur de ça, ce sont les investisseurs qui ont les actions chez les gens comme Apple, qui sont extrêmement dépendants du produit qui est l'iPhone. Moins quand on est actionnaire de Samsung, parce que là, le portefeuille de produits est beaucoup plus large. Et ça, c'est certainement une faiblesse C'est qu'une brique chez Samsung. ouais, potentielle pour Apple. En tous les cas, en termes de relation avec ses investisseurs, je sais que c'est un de tes sujets du soir. Ouais, on va parler un peu de bourse et de chiffres ce soir, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui me tient à cœur. Parlons du repreneur, hein, c'est un fonds canadien, Cédric, qui s'appelle Fairfax, qui a donc repris le constructeur pour 4,7 milliards de dollars. C'est aujourd'hui déjà le principal actionnaire de BlackBerry avec 10% du capital. Donc l'idée, c'est peut-être pas de rester le propriétaire. Tu parlais de retrouver un autre preneur, histoire que la cote de l'action remonte un petit peu. Hein. La valorisation boursière de BlackBerry est passée de 84 à 5 milliards de dollars en l'espace de 4 ans. C'est considérable. Quel serait l'intérêt, tu parlais de Lenovo, Cédric, pour un constructeur chinois comme Lenovo, de racheter un BlackBerry aujourd'hui? Ce serait tout le marché B2B, tout le marché des entreprises, hein, dont plein gardent une appétence. Moi, je vois encore plein de gens avec des BlackBerry dans les mains et qui, même s'ils connaissent ce qui se passe à l'extérieur du monde BlackBerry, ont vraiment du mal à s'en détacher, adorent le clavier, adorent le système, vivent depuis des années avec les raccourcis, le système de mail qui est quand même génial. Il y a quand même, c'est ça, tout un back-office logiciel, le système. Il y a quand même des vrais atouts technologiques. Il y a aussi des brevets. Donc tout ça, ça vaut de l'argent. Donc voilà, ça pourrait expliquer que des gens qui soient en devenir sur la téléphonie, je pense de fait à un Lenovo, ça peut être d'autres Chinois, ça peut être un ZTE, ça peut être plein de choses. L'intérêt aussi peut-être, Cédric, pour un Chinois, ce serait de ne pas être dépendant de Google et d'Android aussi. Même pas, parce que c'est vraiment un marché particulier, mais il y a des gens qui peuvent largement se contenter d'un marché où il n'y a pas forcément la même bagarre que sur le marché des smartphones grand public. Tu vois quand même le temps de vie des modèles de BlackBerry. Le plus gros vendeur de smartphones en Chine aujourd'hui, hein, Lenovo, je crois de mémoire. Hein. Et ils en font. Il y a 2 semaines, j'étais à San Francisco, on s'est vu pour le Intel Developer Forum, et ils montraient les puces Intel pour mobile. Et parmi les appareils, il y avait une phablette, un Lenovo dont j'ai oublié la référence, qui n'est pas vendue chez nous, qui est vendue en Chine, en Inde et je ne sais plus où, mais absolument magnifique. Donc, il faut garder ça dans un coin de sa tête et se dire que rien n'est jamais gagné, et puis qu'il y a quand même des acteurs qui peuvent débarquer et commencer à faire mal. Il ne faut pas oublier qu'il y a des choses qui se font un peu sans qu'on les voie. Haier, le chinois, aujourd'hui, il est juste numéro 1 mondial de l'électroménager. Oui. Voilà. Tout doucement, mais sûrement. Fanny, une question peut-être? Non, ce n'est pas une question, mais c'était pour revenir aussi à BlackBerry sur le problème, sur un des problèmes qu'ils ont eu récemment. C'est un de leurs gros avantages, c'était BBM. Hein. C'était leur fameux système de messagerie gratuite. C'était un standard. Voilà, qui était un grand standard. Et entre autres, ça avait cartonné il y a 3-4 ans chez les jeunes. Il y avait un vrai attrait des ados là-dessus, parce que ça permettait de faire pas du SMS, mais du message gratuit. Ouais. Les opérateurs ont réagi et donc on a vu tous les forfaits avec les SMS illimités arriver, ce qui a déjà un peu cassé les pattes à ce système-là. Et puis là, ils ont voulu lancer BBM en application sur toutes les autres plateformes, iOS, Android, etc. Et a priori, il y a eu un petit bug, parce que je crois qu'il y a eu 1 million de téléchargements et le service est tombé, hein, d'après ce que j'en ai lu. Donc voilà, le lancement s'est pas passé non plus comme ils voulaient. Et ça aussi, c'est dur, parce que je pense qu'ils essayaient de rebondir une dernière fois aussi là-dessus. Oui, il semblerait que de BBM, ils essayent de splitter ce service, en faire une compagnie à part entière pour pouvoir le vendre effectivement, parce que c'était et c'est toujours un joyau de BlackBerry. Aujourd'hui, tu as parlé brièvement de Microsoft, Cédric. Autre chiffre de la semaine, c'est le chiffre 2 pour Surface 2, la nouvelle génération de la tablette tactile de Microsoft. Tu en as pensé quoi, Cédric?
On est dans l'incrémental, c'est-à-dire que c'est l'arrivée de la nouvelle génération des puces Intel à l'intérieur. Il y a quand même des choses qu'ils ont améliorées sur les claviers. Il y a des vraies bonnes idées maintenant sur la Surface 2 Pro, c'est-à-dire celle qui est sous Windows 8.1 et pas sous Windows 8.1 RT. Il y a 3 claviers possibles, soit un clavier hyper fin, soit un clavier à vraie touche, soit un clavier à vraie touche qui embarque une batterie supplémentaire et qui tout à coup donne à la machine, malgré sa finesse, une autonomie d'une vraie journée complète. C'est pas mal. Alors jusque-là, on regardait ça d'un peu loin en disant bon, ouais, ça accroche pas, ça n'a pas l'air de marcher. Ça n'a pas vraiment décollé, etc. Cédric, l'an passé. Moi, j'ai parlé aux gens de Microsoft en France pour la France, pour le marché français. Ils disaient attendez, c'est même pas en vente depuis juin chez nous, c'est en vente depuis le creux de l'été. Et il dit allez voir dans les magasins. Il dit au début on avait des tests dans je sais pas quelques dizaines de magasins Darty, puis 50, puis 100, puis maintenant tous les Darty en veulent. Idem pour la Fnac, idem pour Boulanger, etc. Donc je pense que voilà, ça va finir par accrocher parce que c'est quand même des vraies chouettes machines. Moi, j'attends d'en avoir un dans les mains un peu longtemps, c'est vraiment comme de travailler avec pour avoir un avis définitif. Mais comme je me mettais à penser du bien de Windows Mobile, là, Windows 8.1, on sait ce que c'est. Mais le device, c'est super. Windows La machine est vraiment, vraiment vachement bien. Windows Phone, oui, pardon. Je veux dire Windows Mobile. Tout de même, Cédric, il y a 2 modèles. Tu disais l'entrée de gamme Surface qui était auparavant la version RT, donc la version vraiment tactile, la version tablette. On ne peut pas installer des applications sur puce x86. Et puis la version Pro qui est plus un MacBook Air tactile. Mais le prix, le prix, Cédric, 439 € l'entrée de gamme pour le Surface 2, quand on voit le prix d'une tablette Android ou même d'Apple, c'est quand même cher payé aujourd'hui. Il y a aussi peut-être un provisionnement de prix qui, en entrée de gamme, parce que c'est du PC à l'intérieur, ils sont peut-être un peu hauts par rapport à ce qui existe, notamment dans le monde Android. C'est une vraie bonne question, mais il faudra se la poser quand tout ça sera un peu stabilisé, j'ai envie de dire, en termes de logiciel, parce qu'évidemment, pour les développeurs qui développent directement pour Windows 8.1, après, peu leur importe que ce soit RT ou la version Pro. Pour eux, ils lancent une compilation, ça compile 2 fois l'un pour l'autre, ça change absolument rien. Donc, à partir du moment où il y aura toutes ces pour applications... l'utilisateur, c'est quand même pas très logique. De ne pas avoir la possibilité d'installer des anciennes applications de PC. Oui, bien sûr, je peux le comprendre. Surtout avec la marque Microsoft qui se définit comme un constructeur de produits maintenant, plus du tout comme un éditeur d'ailleurs. C'est amusant de le noter lors de la keynote. Ils savent encore faire du logiciel. Mais heureusement, c'est avec ça qu'ils gagnent de l'argent aujourd'hui. Surtout ce que je vois en train de se dessiner, et ça va se poursuivre avec l'arrivée de la Xbox One, c'est qu'ils vont finir par arriver à imposer leur interface comme un standard. Et comme quelque chose auquel les gens vont s'habituer. Et parce qu'on l'aura sur l'écran de la télé sur sa console, on l'aura sur sa tablette, on l'aura pourquoi pas sur son téléphone. Enfin, tout à coup, ce sera moins compliqué de sauter le pas en disant mais attendez, sur le téléphone, est-ce que je comprends cette interface? Bah oui, je la connais déjà, je l'ai sur mon PC, je l'ai sur ma tablette, j'ai sur ma console, etc. Et accessoirement, le PC, il est tactile. Je sais, chez moi, c'est un gimmick, mais je désespère de voir ça en version J'ai encore quelqu'un qui m'en a parlé chez eux en disant il y a quelqu'un chez Microsoft que je n'aimerais pas, qui est quelqu'un de très bien, et qui me racontait qu'il a passé son week-end, par exemple, à jouer avec les derniers iPhones pour voir, pour tout ça, et il disait je ne comprends pas. Il disait, pour moi, Apple avait l'opportunité avec la nouvelle génération des iPhones de vraiment reprendre la main en nombre sur le marché, ce qu'ils n'ont pas apparemment voulu faire. Et alors voilà, sa plus grande incompréhension, et là j'ai immédiatement pensé à toi, et il me dit, mais pourquoi est-ce que le MacBook Air n'est pas tactile? C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Et c'est juste parce que Apple a décidé de faire comme ça. Mais il s'appuyait sur les chiffres que Cantor a publiés disant qu'en France, Windows Phone, c'est un peu plus de 11% du marché. C'est pas mal. Contre 17% uniquement à iOS et 62% à Android. Et ça, c'est des trucs basés sur, par exemple, des gammes de Windows Phone où il y avait très peu de téléphones. Aujourd'hui, il y a une vraie gamme de 6. C'est-à-dire qu'il y a une vraie dynamique autour de Windows Phone aujourd'hui, notamment en Europe. On sait qu'aux États-Unis, Nokia n'est pas perçu comme une marque américaine et a un peu de mal à s'implanter. C'est jamais très, très, très bien implanté là-bas. Peut-être qu'il y aura des téléphones brandés Microsoft là-bas. Mais c'est vrai qu'en Europe, la mayonnaise semble commencer à prendre, c'est ça, Cédric?
Bah ouais, et là, avec ce qu'ils vont sortir, où tu auras des téléphones, alors là, pour le coup, à tous les price points, toutes les couleurs, tout ce que tu peux Téléphone en imaginer. plastique, mais vraiment un prix low cost, c'est ça que tu veux dire? Ouais, mais c'est du joli plastique, Ouais. c'est Non, non, mais du ouais, plastique mais à prix low cost. unapologetic, Ouais. unapologetic, comme dirait Johnny Ive. Ouais. Et moi, je suis en train d'entrevoir le moment dans un an où on aura cette même discussion et où iOS, chez nous et pourquoi pas en Europe, sera le 3e système du marché. Ouais. Et là, on va dire, mais Et là, on s'appellera, on refait surface, ça sera rigolo. non, mais sérieux, on se dira, et la question qu'on se posera, c'est et donc ce n'est toujours pas grave. Ouais, bon, je pense Et qu'il je sais pas. faut espérer qu'il bouge. On vous avait senti l'année dernière au moment de l'arrivée de Windows Phone assez dubitatif en tant que pro du marketing. Je rappelle les prix, 439 €, la 32 Go, 64 Go, elle est à 539. Bonne nouvelle, 200 Go de stockage cloud, SkyDrive, pendant 2 ans gratuit, et Skype en illimité pendant 1 an, Monsieur X. Les 2 tablettes que proposait Microsoft ressemblaient peu ou prou à l'organisation qu'ils ont en interne. Plutôt des produits vers le grand public et puis plutôt des produits vers le pro, avec d'un côté je valorise peut-être un peu plus les jeux et puis les loisirs, et de l'autre côté le pro, et notamment je protège les ventes de Microsoft Office sur tablette, avec cette tablette dédiée au pro. Voilà. Maintenant, quid du client? Ça, c'était vraiment une vue. Je pousse mes produits tels que j'aimerais qu'ils aient du succès, et puis je vois ce qui se passe. Bon, avec la RT, ça s'est pas très très bien passé. Je crois que Microsoft a retenu la leçon, et puis qu'ils ont vraiment, on va dire, un peu de temps devant eux, suffisamment d'argent pour rectifier le tir. Et Oui. puis ils ont de la suite dans les idées. Moi, j'ai toujours été séduit par leur interface Windows Phone. On avait discuté à l'époque, et moi j'imaginais qu'ils rachèteraient Nokia un jour. C'est arrivé. Et voilà, ils ont de la suite dans les idées. Cette intégration, ils vont y arriver. Et avec les annonces de parts de marché que tu discutais avec Cédric tout à l'heure, et ben, Microsoft a l'air quand même de reprendre du poil de la bête, et de devenir une vraie alternative, et de réussir une intégration meilleure que le 3e larron de l'histoire qui est Google, dont on ne sait toujours pas ce qu'ils font exactement de Motorola, et s'ils vont jamais en faire quelque chose, hormis les brevets. Le cours de l'action va baisser un peu, mais je ils ont du pense cash. que Microsoft et a le cap, a compris, et ça va leur prendre du temps. Ils vont se taper un peu la tête contre les murs, mais eux, ils vont être encore là dans 10 ans, c'est sûr. Parce qu'en plus, ils ont un portefeuille de produits qui est plus diverse, Ouais. et financièrement plus viable. De cash, on va en parler. On a dit qu'on parlait chiffres ce soir pour conclure cette émission. Ce sera aussi encore le thème. À savoir qu'aujourd'hui, chez les grands acteurs des nouvelles technologies, c'est, du moins je cite, une volonté commune de se retirer de la bourse pour permettre de se réinventer. C'est une des motivations de BlackBerry de se vendre, pour se mettre à l'abri des turbulences du marché. Ce fut également un combat mené par Michael Dell, le fondateur des ordinateurs PC Dell, de se mettre à l'abri du marché, de racheter les actions et sortir de la cote. Le fondateur de la marque a réussi son pari, juste là, il y a quelques semaines. Ça n'a pas été facile, car un investisseur très médiatique qui s'appelle Carl Icahn n'était pas d'accord, et voulait plutôt qu'on rémunère un peu plus les actionnaires plutôt que réinvestir dans le savoir-faire de l'entreprise. Je sais, c'était un peu dirigé de ma part, mais je le pense sincèrement. Ça a été une rude bataille qu'a remporté Michael Dell. Et qu'est-ce qu'on a appris au cœur de l'été? Que ce même Carl Icahn, alors qu'il a été relativement évincé de Dell, a investi pour près d'1 milliard de dollars en actions Apple. Donc il a annoncé son entrée au capital, il a annoncé avoir téléphoné à Tim Cook, discuter stratégie avec lui. Est-ce que quelque part, monsieur, vous n'avez pas peur que le loup soit dans la bergerie? Et peut-être, pour résumer, Cédric, quel est donc ce mystérieux Carl Icahn, Cédric? Alors, c'est un investisseur, c'est un pur financier. Il est plutôt jeune, 77 ans, donc il connaît bien la... Oui, tout à fait. C'est un renard de conseil d'administration, tu vois. On dit de lui qu'il aurait inspiré Oliver Stone
ça aurait été l'un des sources d'inspiration d'Oliver Stone pour le personnage interprété par Michael Douglas dans Wall Street. Voilà, ça donne un petit peu le ton de sa popularité aux États-Unis. Ouais, c'est ça, c'était les fameux, comment on appelait ça? Les mecs qui détroussaient, enfin tu vois, qui rachetaient les entreprises en difficulté, qui les vendaient par appartement. Ouais, une sorte de Bernard Tapie, mais aux États-Unis, quoi. On peut les appeler comme ça. Mais passons, allons-y. Bernard Tapie en plus riche. Ouais, Donc beaucoup voilà, plus et c'est quelqu'un qui n'hésite pas à prendre des paris sur la santé des entreprises en bien ou en mal. C'est un pari à Donc, court terme plutôt, Cédric. Ça dépend. Ça dépend parce qu'il y a aussi des sociétés dans lesquelles il peut avoir envie de prendre littéralement le pouvoir. Bon, là pour Apple, c'est pas avec un pauvre milliard d'actions qu'il va prendre le pouvoir chez Apple. Hein. Calmez-vous tout de suite. Bon, c'est pas inintéressant, mais il faut savoir ce qu'il a en tête, quoi. Ouais. Il y a toujours la même technique, hein, Cédric. Je ne sais pas si vous êtes intéressé à ce sujet, Monsieur X. Tu l'as dit, Cédric, il investit systématiquement dans des entreprises qu'il estime sous-cotées. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il va chez Apple, parce qu'il estime que la valeur de l'action devrait être beaucoup plus importante. On sait que la valeur de l'action d'Apple a beaucoup perdu ces derniers mois. Il incite, en rachetant beaucoup d'actions, à peser sur la politique de l'entreprise en rentrant au conseil d'administration. Et ce qu'il demande, c'est qu'on rémunère plus les actionnaires. Comme ça, la boucle est bouclée. À son tableau de chasse, il y a pas mal d'entreprises technologiques. Hein. Ça a été tu parlais de Motorola tout à l'heure, Monsieur X, c'est l'un des partisans et l'un des artisans de la vente de Motorola, de la scission de Motorola entre la partie combinée et la partie infrastructure, qui a disparu depuis. Il a eu également la tête de Jerry Yang, le fondateur de Yahoo. Il poussait beaucoup pour la fusion avec Microsoft, qui a fini par avorter, avant d'investir, et là on passe des années, hein, dans Dell et aujourd'hui dans Apple, qui est là aujourd'hui, il demande à nouveau à ce que Tim Cook rémunère plus ses actionnaires. Tu en penses quoi, Monsieur X? Tu le sais bien que Steve Jobs était très réticent à justement rémunérer les actionnaires. Est-ce que quelque part Tim Cook n'a pas mis le doigt dans l'engrenage qui aujourd'hui il pourrait se broyer? Alors d'abord, moi je suis pas spécialiste du sujet, mais je pense que Icahn est là plus effectivement pour réclamer des dividendes supplémentaires par action, c'est-à-dire du cash tous les trimestres, que véritablement pour influer sur le cours de l'action à la hausse. Ça, on va dire que c'est du bonus. Et en tant qu'actionnaire, même si c'est pas le plus gros avec 1 milliard d'actions, ça pèse quand même un petit peu parce qu'au-delà de ça, il peut convaincre d'autres actionnaires et puis des membres du conseil d'administration. Il va avoir un vrai poids pour demander plus de dividendes à Tim Cook. Donc ça, je pense que c'est le premier étage de la fusée. Maintenant, le risque, c'est pas tellement celui-là aujourd'hui pour Apple, à mon avis, parce que, comme on le sait, Apple a 100, 110, 120, 130, 140, 150 milliards de cash en banque. Le temps qu'ils distribuent même un petit peu plus de dividendes le trimestre prochain, ils ont refait du cash pour reconstituer leur trésor de guerre. Donc il peut faire plaisir un peu à Icahn, sans casser l'équilibre de redistribution qu'il a créé aujourd'hui. Là où ça peut être dangereux, c'est si Icahn, dans une future faiblesse de stratégie que pourrait avoir Apple, comme là en ce moment Dell, voudrait mettre ses pieds dans la stratégie d'Apple. En tous les cas, son nez dans la stratégie d'Apple. Et quand on s'appelle Icahn, je pense que quand on regarde aujourd'hui le portefeuille d'Apple, on ne le comprend pas par rapport au canon du marketing. Et puis on demande à Apple, puisque sa marque est si attractive, de faire un Mac à 300 euros, de faire un iPhone à 100 euros, de faire une poubelle avec une pomme dessus, de faire tout de suite une voiture électrique avec une pomme dessus, parce que tout ce qui est Apple se vend. Donc, L'attractivité de la choisirait marque, sans doute ou pousserait pour une stratégie où le chemin serait le plus court pour avoir de la croissance de chiffre d'affaires, ce qui était absolument à l'encontre de ce que Steve voulait, qui était on va sortir un produit quand il y aura une valeur d'usage supplémentaire suffisante pour que ça soit indiscutable pour le marché, qu'on ait donc suffisamment de loisir de construire un produit de bonne qualité qui va être nécessairement cher, et donc on va le vendre cher, mais on va faire quand même de marge et nos clients seront contents. Et on vise pas tous les clients, on vise ces clients pour qui la valeur ajoutée d'usage et le prix associé est un équilibre satisfaisant. Icahn, il veut pas de ça. Icahn, c'est des stratégies d'entreprise plus classiques, c'est croissance du chiffre d'affaires, donc produit en volume. Et ça, Apple l'a déjà testé avec les clones, et ça s'est très mal passé. Steve a arrivé à contenir son conseil d'administration, même quand il était en difficulté, en leur disant « Faites-moi confiance, on va pas faire un Mac à 300 euros ». Il a cédé un petit peu avec le Mac mini pour les calmer, mais pas complètement. Est-ce que Tim serait la digue suffisamment forte pour endiguer un mec comme Icahn?
J'en suis pas sûr, et personne ne l'est, c'est bien ça le problème. Cédric, n'empêche, il y a un problème pour qu'un personnage comme Michael Dell sente le besoin de se retirer du marché. On sait que c'est quand même une icône de la nouvelle économie aux États-Unis. C'est quoi le problème avec le marché et les entreprises technologiques? On ne peut pas se réinventer sous la pression du marché, on ne peut pas sortir des produits innovants comme en son temps fut l'iPad quand on s'appelle Dell et qu'on est comme ça sous le feu des actionnaires? C'est plus compliqué, surtout à un moment où tu es une sorte de point d'inflexion sur ton marché, qui est celui-là de l'informatique personnelle. Michael Dell, alors il a peut-être d'autres raisons, hein, mais peut-être qu'il estime juste que oui, de fait, ça lui laisse pas assez de liberté. Peut-être aussi qu'il en a marre de voir le cours de son action monter, descendre ou juste rester plat. Et peut-être qu'il se dit, si mes jouets ne vous intéressent pas, je vais les jouer tout seul. Donc voilà, il peut y avoir moult raisons. Son explication officielle, c'est ça, c'est de dire, il faut qu'on puisse prendre des risques, il faut que tout ça... Je ne sais pas. Peut-être que de fait, il sera plus au calme s'il n'a pas un board qui risque d'essayer de le virer s'il prend les mauvaises décisions, s'il fait le contraire de ce que Monsieur X conseillait pour Apple, genre, il faut sortir la voiture électrique, sortir la maison Apple, sortir des blousons, tout ça, quoi. Ouais, en clair, et puis surtout quand on a peur de prendre une mauvaise décision, généralement on ne prend pas de décision et c'est plutôt le statu quo, c'est ça qui finit généralement par freiner le développement et l'innovation dans une entreprise. Donc c'est peut-être en cela où il a besoin d'un peu plus de liberté. On a une réponse très rapide dans les mois qui viennent, voire dans les années, avec le futur de Dell et les futurs produits qui vont nous prévoir. Apparemment, ils ne sont pas très chauds du côté de Surface, on va voir. On va suivre ça de manière intéressante. Fanny, peut-être une dernière question avant de passer au coup de cœur. Une question pour Cédric. Que penses-tu de l'arrivée de Tim Cook sur Twitter? Il a un paquet d'abonnés. Hein. Ouais, 200 000 en 24 heures, je crois, ce qui est considérable. Il fait du Tim Cook, tu vois. Je me souviens pas, je crois que son dernier tweet, c'est je suis allé au magasin de Palo Alto, voir tant de clients heureux, me rappelle pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Il fait du Tim Cook. Ça me donne l'occasion sur un plateau de raconter ma petite aventure du jour. Je me suis aperçu justement en allant voir Tim Cook que Twitter me conseillait de suivre Phil Schiller. Donc c'est P. Schiller, SHI2LER. Je vous rassure, c'est un vrai compte, compte certifié, etc. Et je tombe sur sa bio sur Twitter qui est marqué Apple, Sports, Cars, Science, Scuba. Scuba, c'est la plongée sous-marine. Drums, photographie. Et je me dis, mais Phil Schiller, sérieux, il a le temps d'avoir tous ces hobbies-là, c'est pas possible. Mais si, je regarde plus bas il a le temps. Non, pardon. Et je regarde un peu plus bas sur sa timeline, je m'aperçois que sur les 2 derniers mois, il a posté 4 tweets. Donc évidemment, je ne résiste pas à l'envie et je poste un tweet moi-même disant Phil Schiller essaie de nous faire croire qu'il a des hobbies alors que il a pas le temps il a à peine le temps de tweeter 4 fois en 2 mois. Et 1 minute après, c'est You have a direct message from Phil Schiller qui m'a dit mais non, justement, si je tweete pas beaucoup, c'est pour me laisser du temps pour mes hobbies. Ce qui est plutôt pas mal trouvé. Donc voilà, ça c'était ma petite aventure avec Phil Schiller. Alors le problème c'est qu'il m'envoie des direct messages, c'est vachement sympa, mais il ne me suit pas, donc je ne peux pas lui répondre. Voilà. Donc Phil Schiller. Tu n'as pas eu les Stormtroopers qui ont débarqué à TF1 avec. Non. Donc Phil Schiller ne deviendra apparemment pas ma taupe chez Apple. Je voulais donner la conclusion de cette émission à la personne qui est là, juste en dessous de moi, si on peut faire un plan large, s'il vous plaît. Non, l'autre plan large. Voilà, à Rodrigo, mais il n'est pas là, donc vous notez. Ah si, il est arrivé. Non, c'est pas vrai. Non, il n'est pas là. Mais voilà, écoutez, sans Rodrigo, vous êtes... Alors, qu'il ne me reproche plus d'être en retard, ce soir il a battu tous les records. Il est l'heure, je crois, de passer la politique à nos de la chaise vide, on dirait. Ouais. Mais avant les coups de cœur, on a droit aux gagnants de notre concours organisé la semaine dernière par WD. Il y avait 5 disques durs de poche d'une capacité de 2 Tera à remporter. Fanny, roulement de tambour, est-ce que tu as les 5 gagnants? Mais bien sûr qu'on a les 5 gagnants, ils ont été pleins à participer. Alors le tout premier, le plus rapide pendant le live de la semaine dernière, c'était pendant l'enregistrement en direct. Voilà, avec les bons hashtags qui étaient ORLMWD ou ORLM-WD. Ah, pardon. Ben non, il t'embête. Non, il m'embête à la régie derrière. Donc c'était le plus rapide, c'était Onesque, alias Alexandre Laurent. Après, pendant les replays et autres, on a eu Benoît Coulet. On a eu Johan Esprada, Serf Nedel et P. Marie 75. Alors le plus simple, c'est que vous envoyez un mail à Olivier, les 5 gagnants, à olivier@onrefaitlemag.com.
et je prendrai contact avec vous et on vous enverra, puisque les disques durs sont à la rédaction d'Icriette. On vous les enverra. Idem pour les 5 gagnants de la semaine dernière. J'ai 1000 excuses, on était un peu débordés. J'ai eu trop le temps de m'en occuper. Prenez contact avec moi sur le Twitter, sur le mail olivier@onrefaitlemac.com. Il est l'heure d'arriver à la séquence phare de cette émission, à savoir, mesdames et messieurs, les coups de cœur. Les coups de cœur, on va commencer avec tout de suite en régie, pas loin de moi, Fanny Bouton. Alors, mon coup de cœur de la semaine, j'ai enfin pu tester les Google Glass. Non. Voilà. Mais non, c'est pas possible. C'est un prototype, c'est pas possible. J'ai enfin pu aller, j'ai reçu une petite invitation de chez Google France qui m'a dit viens nous voir rue de Londres. Et donc je suis allée les voir et j'ai enfin pu les enfiler. J'ai eu 20 minutes de démo avec lesquelles j'ai pu m'amuser en toute liberté. Alors franchement, qu'est-ce que tu en as pensé? Eh bien écoute, j'adore. Franchement, j'adore. Le seul défaut que je leur ai trouvé, alors l'écran, on voit super bien malgré la luminosité, j'ai pas eu de soucis. Les commandes vocales aussi, à part une ou deux parce que j'ai un accent français trop prononcé pour la petite bête qui aime bien l'américain. Google Glass, Google Glass, voilà. Voilà. Okay, donc, mais sinon, ça marche vraiment très bien. J'ai vraiment été épatée par les applications qui sont actuellement dedans. C'est vrai que j'aimerais bien un petit peu plus de choses, mais rien que la base me fait rêver. Le GPS, comme ça, où tu te balades avec tes petites flèches à droite, à gauche. C'était tip top. La prise de photos, de vidéos aussi, c'est vraiment super simple. Le seul défaut que j'ai vu, je suis gauchère avec un œil directeur gauche et actuellement tous les protos sont pour les droitiers. Dommage, merci, bonsoir. Non, alors par contre, non, mais il y a eu des remontées des développeurs parce que beaucoup de développeurs sont gauchers et justement, parce qu'on est quand même, je crois, plus de 20% maintenant de la planète puisqu'on n'est plus contrarié. Et donc ils ont décidé, il y aura un modèle gaucher en effet en vente quand ça sortira un jour, mais voilà, ça a été accessoirement, Fanny, un modèle pour ceux qui portent des lunettes, parce qu'on est pas mal à être, surtout en prenant l'âge, à avoir besoin de lunettes. Ils ont prévu quand même de pouvoir mettre des verres correcteurs avec. Et elles sont très confortables et légères. C'était vraiment un des trucs, en les mettant, je me disais, bon, j'espère que c'est pas désagréable à porter. Non, en fait, c'est vraiment super léger et vraiment confortable. Ça pose pas de problème. Tu n'as toujours pas d'infos sur le prix final de vente lorsqu'il sera vendu et distribué en grande série, dirons-nous. Absolutely not. Non, c'est surtout ça qui va faire la décision, on est bien d'accord. Merci Fanny pour ton coup de cœur. Coup de cœur ce soir, celui de Monsieur X. Mon coup de cœur, en fait, c'est pour un de ces petits hélicoptères télécommandés. Alors, on en avait vu une édition française de chez Parrot qui a été télécommandée par l'iPhone. L'Air Drone. Depuis, un drone, le Air Drone. Depuis, ces drones sont, on va dire, un des produits dans lequel il y a le plus de nouveautés et de lancements et d'avancées technologiques, en tous les cas au niveau en même temps grand public et professionnel. Et j'ai choisi un produit d'une société qui s'appelle DJI. Donc vous pouvez les trouver sur dji.com et ils ont un drone qui s'appelle le Fantôme. Alors c'est un petit peu cher encore, mais là avec non pas votre iPhone, une télécommande toute simple, vous avez pour un prix qui reste abordable si vous êtes fan de ce type de produit, on va dire le premier gros drone grand public pour vraiment jouer à James Bond. Alors dans le bon sens du terme, peut-être pour aider à la surveillance de la faune et pas pour espionner vos voisins, mais c'est assez impressionnant. Allez voir comment se comporte le drone en vol. Ce n'est plus approximatif, c'est extrêmement précis. Et puis il a des petites fonctions que j'adore. Une qui fait beaucoup d'effets. Vous avez plus de batterie par exemple dans votre télécommande à un moment. Qu'est-ce qui se passe avec d'autres drones? Il est perdu, voire il va tomber, s'abîmer en mer lui-même quand il aura plus de batterie. Dans des cas comme ça, en fait, le drone Fantôme a repéré son point de départ initial, ses coordonnées GPS, et va, en cas de panne ou de dysfonctionnement ou d'alerte, revenir tout seul atterrir à son point de GPS départ. Donc c'est absolument étonnant. À un tel point que c'est créé en France, j'ai oublié le nom, mais vous le retrouverez assez facilement avec un bon moteur de recherche, le premier site communautaire des gens qui possèdent des drones, où vous pouvez aller mettre sur une carte de France les films et les photos que vous avez fait avec vos drones. C'est un petit peu le Google Maps ou le Apple Plan vu des drones et communautaires. Ça commence à être un vrai phénomène. Voilà, donc le Fantôme de chez J.com. Tu as une idée du prix?
Alors le prix, je voudrais pas de raconter de bêtises, donnez-moi juste un instant, Alors, mais je pendant crois tu que cherches le prix, tu fais quand même raconter une petite alors anecdote. les prix sont assez variables en fonction des revendeurs en France. Hein, c'est pas un produit français au départ, mais on est à plus de 1000 euros. Hein. Ah oui, quand même, c'est beaucoup plus cher que la AirDrone, quand même. Ouais. Ouais. Il y a un truc qu'on a oublié qui est un avantage caché de l'iPhone 5S, c'est qu'en termes de facteur de forme, il ne change absolument pas par rapport à l'iPhone 5, contrairement à ce que je croyais. Je l'ai vérifié moi-même avec un iPhone 5S aujourd'hui. Et puis son connecteur ne change pas. Rappelez-vous, il y a un an à la même époque, on avait dû faire au moins 4 numéros de On refait le Mac sur oui, Apple change le connecteur, tout l'écosystème d'accessoires est à foutre à la poubelle, il faut tout racheter. Bah, cette fois, Et c'est non. bien, il faut tout racheter. Oui, c'est formidable. Tous les anciens accessoires de l'iPhone 5 sont compatibles avec l'iPhone 5S. Bon, ça vous coûte 800 euros tous les ans pour vous racheter un iPhone 64 Go, mais pas d'accessoires à racheter 900, en 900. plus. 900, ouais. En Mais il a des revanche, remises, tu sais, Cédric. ouais, en revanche, on a ces nouvelles iPhones, on a le nouvel iOS 7. Beaucoup d'éditeurs d'applications ont fait des efforts très très rapidement pour mettre à jour leurs applis sous iOS 7. Ça, il faut le saluer, c'est assez remarquable. C'est aussi l'attractivité de l'écosystème. Par contre, il y a des très mauvais élèves de la classe. Oh Je là. vais en citer deux parce que je les aime, donc qui aiment bien, châtient bien, comme on dit, qui sont deux groupes de médias français. Hmm. Alors en tête Canal+, parce que là je paye en plus. Hein. Je plus Je veux sois, parler monsieur Hugues, je plus sois. d'application pour regarder la télé sur son iPhone de Canal+. Cette application, elle est super, mais elle ne supporte toujours pas le format d'écran de l'iPhone 5. Donc sur l'iPhone 5S non plus. Et donc on paye 5 euros par mois pour avoir Canal+ sur son iPhone. J'utilise ça beaucoup. Et on a un timbre au milieu d'un grand écran noir. Alors qu'il n'est pas fait le jour de la sortie de l'iPhone 5. Ok. Mais là, on est 12-13 mois après. Ça fait un peu déjà. Ça fait tâche, ça serait le minimum que Canal le fait, surtout qu'on paye 5 euros par mois. Et puis alors il y a le très mauvais élève de la classe, même le plus mauvais qu'on puisse trouver, et c'est l'application radio d'RMC. Alors là c'est une blague. Oui, J'écoute j'écoute RMC, monsieur X. Non. J'écoute une émission Non. qui est l'Afterfoot, hein, je bon, suis ça fan, va. je l'avoue. Et leur appli n'a pas évolué depuis iOS 4. Donc Mais pourquoi non faire seulement c'est un petit timbre dans un grand écran noir, il n'y a pas d'application iPad. Voilà, et puis ils n'ont pas utilisé les dernières librairies audio, donc elles crachent régulièrement, et avec iOS 7, c'est pire. Merci, monsieur X. Cédric, ton coup de cœur ou tes coups de gueule ce soir? Je vais commencer avec ce que j'ai sur les oreilles. Hmm. Bose, qui est une marque que j'aime beaucoup, même si c'est cher. Hein. Ouais. Pour la petite histoire, mon premier casque Bose, je l'ai acheté grâce à de l'argent gagné au poker à Las Vegas. Il faut vraiment avoir de l'argent mal gagné pour l'acheter la première fois. Le problème, une fois que tu as essayé, c'est que tu peux plus t'en sortir et donc tu es forcé d'acheter les suivants. Ce que je suis en train d'essayer, c'est ce qu'on voit là, c'est le Quiet Comfort 20, c'est-à-dire un QC20, c'est-à-dire un casque intra-auriculaire, mais avec une annulation de bruit ambiant. Et c'est parfaitement sidérant. C'est-à-dire que je les ai tous testés. Hein. Moi, j'ai le QC3, le QC2, le QC15, j'ai le Parrot, etc. En plus, j'ai une espèce de... Il y a des gens, c'est les voitures. Moi, c'est les casques. J'adore les casques. J'ai plein de casques partout. Et ben là, l'annulation de bruit ambiant, elle est à mourir. C'est-à-dire que même dans un bureau comme ici, relativement silencieux, tu l'actives et tu as l'impression d'être tombé sourd. Donc je vais tester ça dans un avion en partant à Tokyo samedi pour rejoindre Fanny. Et je vous en dirai plus. Et en plus, honnêtement, je suis pas très fan d'intra-auriculaire, mais là, j'ai écouté de la musique toute l'après-midi avec. Le deuxième morceau que j'ai écouté, c'est Josh Radin, c'est vachement bien, mais honnêtement, j'avais quasiment les larmes aux yeux tellement c'était beau. Donc voilà, mais enfin, heureusement que c'est bien parce que ça vaut quand même 300 €, voilà, c'est-à-dire le vrai prix d'un vrai casque complet. On s'est un peu amusé avec Cédric à la rédaction d'Icriette, et c'est vrai que si tu as une personne à côté de toi et que tu actives la réduction de bruit et que tu ne veux pas l'écouter, tu actives la réduction de bruit, tu ne l'entends pas. Donc si tu es dans un avion, tu veux faire semblant de ne pas entendre la personne, non seulement tu fais semblant, mais en plus ça marche. Tu ne l'entendras pas vraiment, mais si tu as besoin de quand même d'être un peu poli avec lui, hein, il y a une petite fonction cachée qui est bien pratique, tu n'en as pas parlé Cédric, c'est le micro qui permet justement d'écouter ce que dit ton voisin. Oui, tout à fait, c'est genre je t'entends pas, mais en fait il y a une touche, là j'ai la version Android Windows Phone, mais c'est pareil sur la version, il y a le 20 et le 20i, le 20i c'est pour les appareils iOS, c'est juste pour la commande, le plus, moins, le volume et le micro, mais il y a donc une touche Aware. Voilà, j'allume la touche Aware et tout à coup j'entends mon environnement autour de moi au travers du micro,
Ce qui est pas mal quand tu es dans le métro ou quand tu es dans la rue, à coup, tu vas pas te faire renverser par une ambulance que tu n'aurais pas entendu arriver. C'est vrai que ça fait un petit peu peur. Hein. Ça atténue tellement les bruits qu'on se dit waouh, si on se balade et on regarde pas bien dans la rue, c'est vraiment dangereux. Donc on le conseille plutôt à des gens qui doivent voyager beaucoup. Mais dehors, ne l'utilisez pas forcément avec l'annulation de bruit. Une dernière création de Philippe Stark et puis de nos amis de Netatmo, start-up française qui avait déjà fait le baromètre, thermomètre, anémomètre et que sais-je encore. Station météo, on peut dire iPhone, aussi. La station météo, voilà. Ouais. Ça y est, il s'attaque, vous le voyez ici, il s'attaque au thermostat avec ce petit appareil, mais qui est aussi déporté dans une application iOS ou Android, qui va vous permettre de commander votre chaudière à gaz, à bois, à fioul, avec un module qui s'installe sur la chaudière. Ça va coûter quelques centaines d'euros. J'ai pas vu sur le site, il manque Exactement. Voilà, il manque la liste des chaudières compatibles. Enfin, je pense que ça va s'arranger. Et surtout, le système va apprendre de vos habitudes de chauffage, va vous permettre de faire des économies, va vous permettre d'éteindre le chauffage quand vous avez quitté la maison. Vous hésitez, non, j'ai encore laissé le chauffage à 29, etc., etc. Donc voilà, moi ça me paraît simple, intelligent. Il y a un équivalent américain qui s'appelle je sais plus comment, mais qui est pas du tout compatible avec nos systèmes à nous. Donc c'était bien que quelqu'un s'attaque. Nest, absolument, qui est très joli. Là aussi, c'est très joli. Moi, je suis content que ce soit Netatmo qui le fasse. Netatmo, il y a le canal historique. Netatmo, c'est des anciens de WeThings. Donc, on est vraiment dans la famille française de l'objet connecté. Dans Netatmo, Cédric. Non. Investi pas mal. Un certain Pascal Cagny, ancien vice-président d'Apple. Voilà, le boucle est bouclé, Cédric, ce soir. Regardez, on dirait une GoPro. Sinon, celle-ci est signée Toshiba, elle s'appelle Camileo X Sports. Alors, en clair, sur ce que ça fait ce que fait une GoPro, c'est-à-dire c'est une action cam. Vous allez la fixer au casque en faisant du vélo, à la poitrine, à la tête, au mât de votre planche de surf, etc., etc. Alors, vous allez me dire, mais quel intérêt de faire exactement la même chose? Quel intérêt, Cédric? Merci. Toshiba, ils ont eu le bon réflexe. Hein. C'est un peu comme Samsung regardant les iPhones en disant qu'est-ce que ça fait pas, ça? Eh ben, on va le faire. En clair, ils ont fait tout ce que GoPro ne fait pas, en tout cas en standard. Ils l'ont fait en plastique? Non, je rigole. Non, c'est par exemple avoir... Oui, ils l'ont fait en plastique. C'est par exemple, avoir un écran intégré gratuitement, ce qui n'a pas toujours été le cas côté GoPro. Par exemple, avoir, tu vois, en standard la monture pour mettre un pied photo ou un petit pied standard. En standard, te livrer toutes les fixations. Ça, c'est pour aller sous l'eau jusqu'à 60 mètres. Super, ouais. Quelles sont 60 mètres, t'imagines? Ouais. Et puis, toute une série de fixations que normalement, on ne te donne pas. Et autre chose, une sortie HDMI live pour avoir en direct ce qui se passe au travers de l'objectif, la capacité de l'alimenter également en live. Bref, voilà, moi j'ai fait des essais, on met une carte micro SD dedans et vous avez une autonomie d'enfer. J'ai fait des essais, l'image est vraiment, vraiment, vraiment pas mal pour une action cam. Ça va coûter 249 €. Le seul défaut, c'est que ça sort pas tout de suite. Il va falloir attendre quelques bonnes semaines avant de le trouver en magasin. Ça s'appelle la Toshiba Camileo X Sports. Oui, il y a pas mal de produits sur le marché des caméras tout-terrain, dirons-nous, qui surfent sur le succès du GoPro. Hein, c'est vrai, et pour cause. Et c'est vrai que les prix vont baisser. Il y a un modèle moi, que j'aime beaucoup aussi. On a l'occasion d'en reparler dans Refait le Mac. C'est le modèle de Garmin qui est très réussi. On a l'occasion d'en reparler. Coup de cœur et de caméra. En voilà une également de mon côté. Elle est signée Canon. Elle ne ressemble pas du tout à premier abord à une caméra. Hein, elle n'est pas très parlante ici justement la caméra. C'est un modèle qui est conçu spécialement pour les podcasteurs. Ça fait longtemps, et moi personnellement, du temps où on faisait des podcasts sans forcément avoir un magnifique studio comme celui ici à Tech TV. Elle permet quoi? Elle permet de vous filmer tout seul avec un grand angle façon GoPro. Vous mettez vos vidéos dessus, évidemment, grâce, vous voyez, il y a l'image ici, grâce à une carte micro SD. Il y a un gros micro stéréo pour une super qualité de son. Il manque quand même un petit retour casque, mais je pense que ça viendra dans la prochaine version. Bref, ça vous permet de faire vos podcasts vous-même, vous filmer, faire vos recettes de cuisine, faire vos petites interventions et les publier directement sur YouTube. Ça vaut quand même 299 €, 12 millions de pixels, 1920 par 1080. Je l'ai dit, un micro stéréo. Voilà, donc ça commence à arriver. Les podcasts, ça a du succès. Tout le monde veut s'y mettre. Il faut des moyens, des outils. Messieurs les fabricants de caméras, pensez aux podcasteurs. Bravo à Canon. Voilà, nous arrivons au terme de ce 142e.
épisode dont on refait le Mac. Est-ce qu'en régie, avant de quitter, on a la possibilité d'appeler Rodrigo, savoir... ben non, il est toujours pas rentré. C'est une catastrophe. Mais voilà, on va le punir pour la semaine prochaine. Je vous disais donc, on arrive au 142e, à la fin de ce 142e épisode dont on refait le Mac. Vous retrouvez Fanny très prochainement pour une Fanny's Party. C'était cette semaine à Paris. Oui, on va attendre un peu. Elle a lieu quand la prochaine? La prochaine, elle aura lieu le 26 novembre. Ce Et sera là- la 50e et la spéciale Noël. Bon, et là, il va falloir qu'on s'arrange pour la semaine prochaine puisque tu seras au Japon, c'est ça? Exactement, je serai au CITEC et il y a Cédric qui vient et plein d'autres journalistes. Vu que moi aussi, c'est nous qui allons décider du jour et de l'horaire. Ça va être simple. Voilà. Sauf qu'on a déjà invité, mais je vous en parlerai après. Monsieur X, vous le retrouvez chaque semaine dans On fait le Mac sur son Twitter, @TrueMrX. Non, à partir d'aujourd'hui, je suis soit un petit peu au boulot, soit surtout devant ma boîte aux lettres. J'attends la livraison de mon iPhone 5S prévu pour le 11 octobre. C'est baloté. Bah, écoute, appelle-moi, regarde. On va t'en Voilà, trouver un. Mais pourquoi tu me demandes pas? C'est pas. Cédric, montre-lui le tien aussi. Quant à Cédric, vous le retrouvez chaque semaine sur LCI, en plein écran, dimanche, 13h10, c'est ça, Cédric? Et ce dimanche à 13h10, qu'est-ce que vous allez voir? Ah oui, ce qu'on vient de tourner au Japon déjà. Non mais fuck my life. Décalage horaire, Ça suffit. Parce que la semaine dernière au Japon, c'était le TGS, le Tokyo Game Show. Donc il y a le Tokyo Game Show d'un côté, et puis il y a surtout on est rentré dans les murs de PlayStation, et ça c'était quand même vraiment vraiment cool pour aller voir le patron de PlayStation, le designer de la PlayStation, le garçon qui a créé la PlayStation. Et quand tu fais une interview avec un mec dont tu sais pas s'il va te dire grand chose et qui te dit à l'été 2007, quand on a commencé à penser à la nouvelle PlayStation, tu te dis que c'est bon, t'as pas fait le voyage pour rien. Et accessoirement, pour les malades de jeux vidéo de bagnole, on est allé chez Polyphony Digital. Polyphony Digital, c'est le studio qui fait Gran Turismo. Et ces gens sont des malades. C'est-à-dire que tu es dans leur studio et ils se font livrer les pneus des voitures. C'est juste pour pouvoir les toucher et les voir de près quand ils les modélisent. Ces gens sont des malades. Ils font venir d'Allemagne les gens qui font les amortisseurs. Ils envoient des gens en voyage pour étudier la physique des amortisseurs. Enfin, c'est décintré. C'est pour ça aussi qu'ils sortent un jeu tous les 7 ans et qu'il est toujours très en retard. Mais c'était impressionnant d'y aller. Donc voilà, tout ça, c'est dans... Si on arrive à le monter. Merci, avant Cédric. de prendre l'avion. Ce sera dimanche 13h10 et sur Ça, c'est de la page Facebook promo, de Plein Écran, parce que vous pouvez tous les retrouver. Bien, heureusement que Rodrigo n'était pas là ce soir parce que sinon on aurait fait 2 heures ce soir pour en faire le Mac. Merci de votre patience, merci de votre fidélité, on y est arrivé. Merci à toutes les équipes techniques de Tech en régie, Edouard Marquis et bien sûr François Bontemps, notre réalisateur, sans oublier Olivier au son mais qui n'était pas là ce soir, qui a fait tous les réglages avant de partir. Merci à lui. On se retrouve dès la semaine prochaine avec une surprise, on parlera publicité, soyez au rendez-vous. Toutes les meilleures publicités d'Apple, c'est dans On refait le Mac la semaine prochaine. Bonsoir.